Toutes nos excuses pour ce retard dû au fait que nous puissions faire les derniers réglages pour ce qui concerne les informations des dernières minutes avant d'entrer en studio. Bonjour donc à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury. Cette émission que nous consacrons au députage, analyse et point de vue des sujets d'actualité avec les confrères journalistes en studio. Au micro pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego, technique et mise en onde Remy on air. Ce matin avec Émilie derrière la caméra. Bien de choses donc à toutes les équipes qui nous accompagnent, que ce soit au niveau de ebenradio.com ou encore de togovision.com, sans oublier les radios partenaires, Radio VGK à Palimé et Radio Lumière à Anéro. Ce matin, l'actualité, elle est relative donc à cette rencontre qui a eu lieu hier à la primature entre le Premier ministre, son Excellence Artem Kwesi Seliagodi Aoumezounou, et les centrales syndicales relatives au mot d'ordre de grève de 48 heures à laquelle a fait appel la synergie des travailleurs du Togo. Au finish, mot d'ordre de grève maintenu, ce que nous venons d'apprendre du porte-parole de la STT, Dr Gilbert Tcholenyanou, que nous saluons au passage. Quelle analyse faites-vous de ce bras de fer infernal? Titre un journal dans les kiosques ce matin, donc le Patriote. Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons également revenir sur la question des réformes qui va encore une fois sortir les Togolais dans les rues. Demain, vendredi, donc, les organisations de défense des droits de l'homme qui, en complicité avec CAP 2015, vont marcher pour amener le pouvoir à opérer les réformes. Lesquelles réformes sont en discussion à l'Assemblée nationale suite à une proposition de projet de révision des articles de la Constitution introduit par les députés Car Adi et CAP 2015. Voilà donc le sommaire ce matin de notre rendez-vous. Et pour en parler, nous recevons pour vous Justin Anani, journaliste freelance. Bonjour Justin. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et également Fabrice Petiesi, directeur de publication du journal Le Libéral. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toi Rodrigue. Merci donc pour cette salutation, ce qui nous amène également à adresser nos salutations à Nati depuis Casablanca, une personne en situation de handicap très fidèle à cette émission. Bien de choses également à vous toutes et à vous tous qui nous suivez, où que vous soyez, que ce soit à la HAC, au ministère de la Communication, au ministère des Travaux Publics, à la Primature ou encore au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Bonjour également à l'ancien ministre Issa Saïbou Samarou que nous saluons au passage. Rapidement, ceci étant, comme hier, le monde entier a célébré la 66e journée internationale de la Charte des droits de l'homme. Justin, quel tableau vous pouvez peindre de la situation des droits de l'homme au Togo en quelques mots avant d'aller au vif du sujet? Bon, d'emblée, moi, je dirais que ce tableau-là n'est pas du tout reluisant, même si on constate peut-être par moment que certaines pratiques auxquelles on assistait de par le passé est un peu diminué. Donc, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Des efforts restent encore à faire dans ce domaine et que lorsque on parle de droits de l'homme, vous n'êtes pas sans savoir que au-delà du fait que systématiquement les gens sont embastillés sans tenir compte d'un certain nombre d'éléments élémentaires en matière de la présomption d'innocence. Et ces gens-là croupissent en détention, sans jugement. L'affaire des incendies des marchés du Togo est encore patente aujourd'hui. Et au demeurant également, il y a encore d'autres sujets, que ce soit dans le domaine de l'escroquerie dite internationale dans l'affaire de Pascal Bodjouna et Agba et ses consorts. Et en dehors de ça, également sur le terrain, des intimidations, tout et tout. Je pense que dans ce domaine-là, il y a tellement beaucoup reste à faire. Et lorsqu'on sait qu'on vit dans un pays avec un système où les militaires sont quasiment présents pratiquement dans tous les domaines, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Et en dehors de ça, lorsque vous prenez par exemple le droit économico-socio-culturel aujourd'hui, je pense qu'également dans ce domaine, il reste beaucoup à faire. Et même le droit à la santé, parce que vous n'êtes pas aussi sans savoir que le Togo est le seul pays, à moins que je me trompe aujourd'hui, en Afrique, pour ne pas dire dans la sous-région, qui n'a pas de ministre de la Santé. Alors que lorsque vous prenez par exemple certaines dispositions, certains également les protocoles additionnels et autres, je pense que le volet de la santé est tellement considérable. On a demandé même à ce que dans le budget national, qu'on puisse quand même porter, c'est pas un tant soit peu, un montant vraiment assez important, notamment les 15% du budget national recommandé au niveau de l'UEMOA pour
ces pays-là qui font partie de la zone. Donc, vous comprendrez aisément qu'au-delà de tout, dans ce domaine également, il reste beaucoup à faire. Les conditions dans lesquelles les médecins travaillent aujourd'hui, l'état de délabrement total dans lequel se trouvent aujourd'hui les centres hospitaliers et universités, les deux qui sont à Lomé, en dehors régionaux, qui sont à l'intérieur du pays. Vous comprendrez aisément que beaucoup reste à faire malgré les efforts, et malgré tout ce que le Togo regorge comme potentialité, tout ce que le Togo regorge comme, c'est pas ressources en matière de dernier public pour pouvoir venir un temps soit peu à pallier à ces difficultés-là. Donc, d'une manière générale, je dis que même si par moment on peut quand même relever que des efforts ont été faits, beaucoup reste encore à faire et le Togo doit énormément tenir compte de tous ces éléments-là. Et voilà le tableau ainsi peint de la situation des droits de l'homme au Togo par Justin Anani et Fabrice Pétési par rapport aux droits de l'homme dans notre pays. Certes, on relève des avancées, mais Justin dit tout à l'heure que des efforts restent encore à faire. Oui, bien évidemment, et ce n'est pas seulement valable pour le Togo. Vous savez, la question des droits de l'homme, aspirer à un pays où il y aura tolérance zéro par rapport à la violation des droits de l'homme, c'est un idéal, mais il faut se battre pour y parvenir. Mais vous prenez par exemple l'actualité tout dernièrement avec ce qui s'est passé aux États-Unis et les mouvements et tout cela. Donc c'est des situations où parfois tous les mécanismes peuvent être là pour garantir quand même le respect des droits de l'homme, mais il n'en demeure pas moins qu'il peut arriver des petites anicroches, ce qui fait que parfois on a l'impression que c'est en dents de scie. Au Togo, des efforts ont été faits, beaucoup de choses également restent à faire par rapport aux droits de l'homme. Je crois que ça doit être un combat perpétuel et permanent. On ne sortira pas un jour pour dire bon voilà, aujourd'hui la question des droits de l'homme on en a fini. Je crois que c'est tous les jours. Et à chaque situation, à chaque seconde, il y a des situations de violation des droits de l'homme. Il ne faut pas seulement regarder très souvent l'aspect politique de la chose en regardant seulement les hommes politiques quand leurs droits sont violés et autres. Mais quand vous prenez dans la vie quotidienne, à chaque seconde, il y a une situation où il y a de fortes chances que les droits d'un individu soient violés, que ce soit au niveau des enfants, des personnes adultes, sur les lieux de travail, même le salaire indécent, c'est une violation des droits de l'homme. Donc, bon, vous comprenez qu'en réalité, c'est un gros chapitre, Il faut commencer par le faire, et il faut se rendre compte aussi que ça doit être un combat permanent pour vraiment atteindre un certain niveau. C'est facile de chuter, mais il faut mettre des mécanismes quand même. Mais je reconnais qu'il y a quand même certains certains aspects élémentaires des droits de l'homme qu'il faut respecter. Par exemple, la peine de mort, les détentions arbitraires et tout cela. Ça, c'est des choses qui sautent aux yeux. Plutôt que par exemple des gens qui travaillent sans qu'ils soient payés. Donc vous voyez aujourd'hui, quand on exécute quelqu'un ou alors quand quelqu'un est battu à roué de coups par les forces de sécurité, on crie à la violation des droits de l'homme, ce qui est une réalité. Mais très souvent, on ne fait pas assez. Par exemple, quand les gens sont mal payés, quand ils travaillent, ils sont mal accueillis dans les lieux de soins, dans les hôpitaux et tout cela, c'est des violations des droits de l'homme et c'est un très gros chapitre. Un très gros chapitre parlant également des droits de l'homme. Il y a également l'autre aspect, le fait qu'aujourd'hui, surtout que nous sommes en période de fin d'année, les gens passent de l'essence sur les corps des présumés voleurs. Ou des fois, c'est vrai que la situation de flagrant délit, ça saute parfois aux yeux pour ceux qui voudraient voler les motos et tout, on les brûle sur place. Ça aussi, c'est une violation des droits de l'homme. Oui, quelque part, oui. Parce qu'il y a le droit à la vie. Tout à fait. L'une a le droit de faire justice. Je pense que les autorités, ou peut-être il y a un pouvoir public qui est là, lorsque quelqu'un est arrêté, il va falloir également, même s'il y a flagrant délit, donc il va falloir également rassembler les éléments pour pouvoir le condamner. Donc je ne pense pas que la population ou le citoyen lambda peut quand même se permettre de régler de compte de façon personnelle à quelqu'un qui est présumé ou peut-être est auteur d'une infraction. Donc je pense qu'il y a une disposition à la matière, il y a un service, il y a une institution qui est compétente à la matière. Je pense qu'il revient à ces institutions-là d'intervenir. Donc, moi, je pense également qu'au-delà de tout ce que Fabrice a dit aujourd'hui et tout à l'heure sur le sujet, donc c'est un gros travail également qui nous concerne, nous, qui sommes les communicateurs. Parce que la plupart du temps, c'est vrai, on pense que ceux-là qui sont aux affaires, qui dirigent mal, parce que ça saute aux yeux, là, la violation des droits de détention arbitraire. Tout à l'heure, je fais allusion à tout ce qui est présomption d'innocence. Il y a un délai pour tout ça, pour passer au jugement, donc ce n'est pas respecté, les gens meurent en détention.
tantôt les gens sont condamnés sans pourtant que le ministère public, en réalité, qui est l'avocat général ou l'avocat de la République qui doit apporter les éléments, ne le fait pas. Je fais cas également des affaires des incendies où des gens sont encore malades aujourd'hui au niveau du Cabarou. Ça fait pratiquement bientôt 2 ans. Donc ça saute aux yeux qu'à ce niveau-là, il y a violation. Mais lorsque vous prenez par exemple le droit économico-socio-culturel et autres, il y a tellement de violations de droits de l'homme également dans ce secteur-là. Vous prenez aujourd'hui le secteur qu'on a dénommé le secteur zone franche. Allez-y voir ce qui se passe, c'est pas possible. Le secteur industriel. Vraiment, allez-y voir, que ce soit au niveau de Amina, que ce soit au niveau de Nina, de ces sociétés, je ne peux que citer ces deux-là, allez-y voir ce qui se passe. Même c'est difficile même de respecter le SMIC qui aujourd'hui est décrété peut-être à 35 000 francs. Ça se respecte, c'est également une violation des droits de l'homme. Donc moi je pense que c'est une question, un combat qui doit être mené au quotidien et qui au même moment il va falloir également que la presse joue son rôle fondamentalement pour éclairer parce que c'est notre devoir d'éclairer l'opinion pour dire mais si vous êtes riche dans tel ou tel domaine, c'est votre droit de revendiquer parce que vous n'êtes pas aussi savoir qu'aujourd'hui les gens sont embauchés dans un service sans pourtant quand même exiger la signature de contrat entre lui et l'employeur et ça pose de véritables problèmes. Donc c'est autant d'éléments auxquels nous sommes fait face aujourd'hui, mais en dehors du fait que la presse doit jouer son rôle, je pense également que les gouvernants, les premiers acteurs aussi, doivent jouer clairement leur partition. Jouer clairement leur partition. Mais Fabrice, c'est vrai que si on observe très très bien, on consacre pratiquement toute l'année à parler politique, à parler d'autres sujets et droits de l'homme, on n'en parle réellement qu'une seule fois. C'est pour ça que le thème de cette année dit clairement que droits de l'homme, c'est 365 jours. Oui, mais il faut aussi prendre, tu as relevé un aspect sur lequel j'aimerais revenir, notamment la vindicte populaire par rapport aux voleurs. Je crois qu'officiellement, et surtout qu'on est sur une antenne et à une position officielle, on ne peut jamais faire l'apologie de ces genres d'actes, mais en aparté, je vous donnerai mon opinion là-dessus. Parce que pour moi, j'estime qu'il y a un dysfonctionnement quelque part qui conduit à ça. Nul n'a le droit de se faire justice, c'est vrai. Mais parfois, les gens se sont un peu dans une position de légitime défense. Par exemple, quand quelqu'un vient dans votre champ pour déterrer vos tubercules d'igname, les mains nues, et c'est les tubercules d'igname qui déterrent, quand vous le prenez, il y a un traitement. Mais quand quelqu'un vient avec une arme à feu pour déterrer vos tubercules d'igname, je ne crois pas que vous allez y aller. On va lui réserver également le même sort que celui qui est venu les mains nues et qu'on peut estimer que c'est la fin qu'il a vidé. Mais l'autre, ça voudrait dire que ça fait 2 scénarios. S'il vient, il n'y a personne, il commet son forfait, il s'en va. S'il y a quelqu'un, il la bat et il commet son forfait. Comprenez un peu la furie de la population quand on arrive à mettre la main. On est là ici, on tue les gens pour leur prendre leur moto. Pour un rien, pour un petit portable, on est capable de vous buter et tout cela. C'est arrivé à plein de gens et comprenez, ça c'est pas une excuse, hein, mais il faudrait aussi que les voleurs comprennent que parfois on est obligé d'appliquer la loi du talion. Ce n'est pas bien, mais je crois aussi qu'il faut aussi rassurer les citoyens, c'est-à-dire que je ne suis pas prêt à parce que des fois, ce qui amène des fois certaines personnes à opter pour le règlement de compte, vous dénoncez quelqu'un tout de suite, on le prend. Oui, le soir, il revient dans vos murs. La prison ne dit plus rien aux gens. C'est-à-dire, il va, le lendemain, il sort, il recommet la même chose, il retourne, il ressort, et puis ça devient un récidiviste perpétuel. Alors comprenez, un John Brie dans le quartier qu'on met en prison, quelques mois plus tard, il revient, ça devient une menace pour ceux qui l'avaient envoyé en prison. Et donc la prochaine fois, quand on le prend, quand le citoyen n'a plus confiance au traitement qu'on réserve aux voleurs, aux brigands, à un moment donné, il est tenté de se faire lui-même justice. Parce que c'est un peu ça aujourd'hui le problème. La prison ne dit plus rien. Normalement, la prison, c'est vrai que c'est fait pour les hommes. Là-bas aussi, on parle de droits de l'homme, tout cela, il faut réserver de bonnes conditions. La prison sous d'autres cieux dans les pays développés, je sais qu'au niveau du Togo et bien d'autres pays, on va pas demander quand même à l'État de faire des suites dans les prisons, alors que nous avons des hôpitaux où on a difficilement des matelas. Et donc, je crois que la prison devait redresser, devait faire de telle sorte que quand quelqu'un y entre et il ressort, il serve à la société. Dans d'autres pays, il y a normalement un mécanisme de réintégration sociale. Il y a des gens qui entrent en prison et ils ressortent avec des formations. Donc, cela veut dire qu'à sa sortie, il est capable quand même de faire des choses. C'est la réinsertion, voilà. C'est la réinsertion n'y est pas. Quand elle n'y est pas, ça veut dire que je vole, je passe 5 ans.
sans rien faire, je ressors avec un âge encore un peu avancé. Cette fois-ci, très aguerri, parce que là-bas, finalement, on a comme l'impression qu'on apprend davantage. Oui, puisque tu vas côtoyer, peut-être si toi tu avais l'habitude de voler des petits portables, peut-être que tu vas côtoyer quelqu'un qui braque les motos là-bas, et dans les échanges, malheureusement, tu apprends de mauvaises habitudes, tu ressors et tu remets ça. C'est un peu là, c'est ça qui fait que les gens sont obligés à un moment donné de régler eux-mêmes leur compte. Mais là où le danger est là, et parfois on demande à ce que les gens n'aillent pas à ça tout de suite, parce que c'est que parfois on se trompe. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas voler les tubercules d'igname les mains nues, on va lui mettre un pneu au cou et le brûler quand même. Or, il peut arriver des situations où on peut accuser quelqu'un à tort, qu'il est venu voler, ou alors on l'accuse, ou alors je peux me lever, ta tête ne me plaît pas dans le quartier, j'organise les gens, on commence à crier au voleur, alors on peut même mettre une arme à côté de toi pour dire que voilà l'arme que tu tenais pour venir commettre ton forfait. Et les gens vont te brûler. Peut-être c'est après que les gens sauront qu'en réalité, tu n'étais pas celui qu'on avait présenté. Parce que moi, j'ai vécu une situation comme ça. Rapidement, le bonhomme, c'est une femme qui est mariée, mais son mari travaille dans une autre ville, il n'est pas là. Et elle a un amant qui vient souvent. Et il vient souvent la nuit et tout cela. Et une nuit, il est venu où le propriétaire même était là. Et donc, le propriétaire était couché sur la terrasse. C'était un temps de chaleur à 40 en mars, pour ceux qui connaissent bien la vie, c'était un temps de chaleur. Et maintenant, le monsieur n'a pas su que le propriétaire était là. Il est rentré à l'intérieur et il voit la femme. Mais la femme se dit qu'elle sera prise au piège puisque le mari à un moment donné sentira que quelqu'un... Elle a crié au voleur. Il a crié au voleur, le monsieur était obligé de fuir. Mais attends, jusqu'au lendemain matin, quand on l'a amputé de tous côtés, les gens se sont rendus compte qu'en fait, il avait l'habitude de venir là. Pourquoi cette nuit on crie au voleur? Vous voyez un peu, ça voudrait dire que si on avait pris le temps de prendre ce monsieur, de l'envoyer à la police, on aurait compris que le problème était sur un autre terrain que celui du vol. Donc, il y a aussi des situations comme ça qui arrivent. Même en prison, on envoie des gens... Des années plus tard, on se rend compte que... Mais on se souvient de cet Américain qu'on a libéré 39 ans après. Ce dont on l'accusait, ce n'était vraiment pas ça. C'est pour ça qu'on donne un peu le temps pour voir un peu clair. Et donc régler les comptes immédiatement, parfois on se trompe et on tue des innocents. En tout cas, je crois que si tel est le cas, il va falloir vraiment revoir à tous les niveaux, aussi interpeller les autorités en charge de la sécurité, que de revoir la situation réservée à messieurs les voleurs, et également sensibiliser les populations pour que les règlements de compte ne soient pas le leitmotiv, mais qu'on fasse confiance également aux institutions qui s'occupent de la sécurité ou la sécurité des biens et des personnes. Ceci étant, rapidement, nous allons parler de ce bras de fer qui engage les travailleurs du Togo au gouvernement togolais depuis quelques années. C'est vrai, il y a eu une séance de travail à la primature. Et on a suivi également le communiqué sorti par le gouvernement qui demandait à tous les travailleurs de se rendre sur le lieu de travail ce matin à 7h. Sauf qu'à la dernière minute, tout à l'heure, nous avons joint par téléphone le porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo, Dr Gilbert Tchorlignanou, qui nous dit que le mot d'ordre de grève est maintenu, puisque hier, ils ont terminé autour de 23 heures leur assemblée générale en attendant une issue favorable de la rencontre ou des discussions au niveau de la primature. Et donc aujourd'hui, clairement, c'est finalement un bras de fer infernal, comme l'a titré le Patriote ce matin. Est-ce qu'on peut dire qu'un bras de fer? Moi, je ne pense pas. C'est le gouvernement qui a toujours sa stratégie, sa manière de faire, qui vient toujours, qui fait toujours médecin après la mort. Parce que moi, je n'ai pas compris qu'à la veille, je ne sais pas, du lancement d'un mouvement de grève, et que le chef de gouvernement se permet maintenant d'inviter les délégués des centrales syndicales réunis, retrouvés au sein de la Synergie des travailleurs du Togo pour discuter de leurs revendications, pour voir quelles mesures adopter, quelles dispositions prendre. Et dans la même occasion, on dit voilà, on tient compte d'un certain nombre d'éléments pour vous, et puis bon, ok, si vous voulez bien donc lever le mouvement de grève qui va durer 48 heures, et puis le reste on verra après. Moi je pense que cette manière de procéder ne s'y est pas. Parce que je pense que lorsqu'on est un bon dirigeant, lorsqu'il y a un problème, je pense que le bon sens voudrait quand même qu'on appelle les concernés et discuter le fait des propositions et voir dans quelle mesure il faut trouver des terrains d'attente. Mais si ça n'a pas été fait et qu'on a attendu jusqu'à la veille d'un mouvement de grève,
et que la base est sensibilisée et que les uns et les autres sont informés qu'aujourd'hui il va y avoir un mouvement de grève, que c'est à la veille qu'on invite des gens à venir, à écouter le gouvernement, à échanger avec le gouvernement, avec les propositions du gouvernement. Je pense que c'est une affaire de faux fuyants de la part des dirigeants qui en réalité n'ont pas la volonté. Parce que ce que demandent aujourd'hui les travailleurs n'est pas de l'eau à boire, ce n'est pas de la mer à boire. Il faut également tenir compte de certain nombre d'éléments pour essayer de faire la part des choses et trouver au moins ne serait-ce que le minimum. Et ces revendications-là, ces promesses-là, faites par le gouvernement ne datent pas d'aujourd'hui. Donc est-ce qu'il faut attendre à la veille? Je pense qu'on ne peut pas naviguer à vue, on ne peut pas diriger également avec des dispositions en ce sens que ça ne sied pas. C'est le constat malheureusement qui a fait. Donc moi je dis que c'est une démarche que le gouvernement a entrepris hier, et dans le sens peut-être de tromper encore une fois les travailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui ils ont compris qu'ils ne vont pas rentrer dans ce jeu-là. Ils ont maintenu le mouvement de grève. Donc quitte à eux de savoir ce qu'ils cherchent et de savoir comment aussi revendiquer pour arriver un temps soit peu à avoir satisfaction de leurs revendications. Et voilà, Fabrice, on en est là par rapport à la synergie des travailleurs du Togo qui continue de persister dans sa réclamation de meilleures conditions de vie de travail des travailleurs, et le gouvernement qui espérait peut-être déjouer un tout petit peu cette grève de 48 heures, mais finalement la synergie maintient le câble. Oui, bon, déjouer, je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, la grève, c'est une arme dont disposent les travailleurs pour pouvoir faire plier l'employeur. Et donc, je crois que l'arme est utilisée. Maintenant, on aurait souhaité que la réaction au niveau du gouvernement soit prompte beaucoup plus tôt et réglée à ce qu'on n'arrive pas à une situation où, bon, on est obligé d'aller en grève avant d'entrer en négociation. Je crois qu'il y a souvent le préavis de grève. Et une fois que le préavis de grève est déposé, il est de bon ton que les discussions s'ouvre, s'engage entre les grévistes, ceux qui prétendent aller à la grève, et l'employeur ici qui est le gouvernement. Je ne sais pas si il y a eu quand même de ces échanges-là, mais ce qui est sûr, je sais que depuis un certain temps, il y a quand même des échanges permanents sur un certain nombre de revendications. C'est les mêmes qui ont été posées, certaines ont été satisfaites et d'autres pas. Je crois que il y avait quand même une cellule où je ne sais plus quel terme on avait attribué à cette cellule. Le cadre permanent de discussion. Et je crois que ce cadre-là, il faut qu'il fonctionne pour qu'on n'en arrive plus à ce genre de situation. Parce que globalement, quand j'ai souvent l'habitude de le dire, la grève, c'est une arme. Parfois, les travailleurs ici ne savent plus quoi faire. S'ils déposent, vous ne dites rien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parfois, il n'y a que ça pour qu'ils puissent se faire entendre. Et donc, je crois que ça fait partie du droit du travailleur d'aller en grève. Maintenant, quand vous regardez les impacts de la grève, très souvent, ce n'est pas seulement l'État qui en est victime ou perdant. Même les grévistes en pâtissent parce que parfois, il y a des boulots où, quand vous ne le faites pas, vous revenez, ça vous attend, vous devez rattraper, et puis ça casse un peu le rythme. Quand vous prenez, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, c'est des programmes qu'il faut respecter. Parfois, l'enseignant, consciencieusement, est obligé de donner plus, puisque les jours de grève ne sont pas payés, est obligé de donner plus pour se rattraper dans le programme, parce qu'il sait que ce retard-là ne lui est pas imputé, mais il se dit qu'il a bien envie que ses candidats, ses élèves également soient au même niveau que les autres. Donc cela voudrait dire que la grève généralement n'arrange personne, aussi bien les travailleurs et le gouvernement. Mais malheureusement aussi les travailleurs n'ont parfois que ça comme arme pour se faire entendre. Et très souvent c'est avec ça ils arrivent à se faire entendre. Et on ne peut pas leur dire de ne plus utiliser l'arme là. Ils vont faire quoi? Il n'y a que ça, à part toute chose où on ouvre les syndicats, ouvre des discussions. Il n'y a que ça. Maintenant, il revient aux deux acteurs de voir par rapport à ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être réalisé. Très souvent, le vrai souci, c'est que, en fait, on s'est déjà entendu sur beaucoup de choses. Maintenant, il ne reste qu'à exécuter. La mise en exécution. C'est un problème de mise en exécution, d'application de ce qui existe déjà dans les différentes clauses signées entre les deux parties. C'est cette mise en œuvre-là qui fait que parfois ça donne l'impression comme si les autres sont allés à un marché de dupes. C'est-à-dire on vous a accepté ça juste pour que vous n'allez pas en grève. Et c'est normal que ces grèves-là reviennent. Mais vivement, et je suis sûr que les travailleurs aussi pensent la même chose.
ils n'ont pas cherché du travail pour rester à la maison. Ils veulent travailler, mais ils veulent également travailler dans de bonnes conditions. Ils veulent se faire entendre et malheureusement, ils n'ont que la grève. Il faut que le gouvernement le comprenne comme ceci. Voilà, nous allons sur ce observer une courte pause et revenir juste derrière. Studio, toujours au plateau de votre émission Grand Jury, nous avions parlé de la situation des droits de l'homme et parlé également de ce bras de fer entre la Synergie des travailleurs du Togo et le gouvernement togolais. Nous allons à présent, avec nos invités, aborder l'autre résolution prise hier en Conseil des ministres, notamment la revue à la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Oui, Justin, par rapport à cette décision, on peut dire que c'est un ouf de soulagement pour les organisations de défense des droits de l'homme réunies au sein de la plateforme contre la vie chère. De soulagement, je ne saurais le dire, parce que lorsque vous suivez un tout petit peu, vous scrutez la liste de ce qui est décidé au cours du Conseil des ministres hier, vous comprendrez en réalité que le gouvernement, sentant le danger venir, a précipitamment pris cette décision-là, peut-être pour calmer un temps soit peu les ardeurs. Mais lorsque vous interrogez aujourd'hui ceux-là qui sont les premiers responsables au niveau de l'association des consommateurs, ils vous diront clairement que ce n'est que peut-être une pierre jetée dans la mer, puisque ça ne représente pratiquement rien. Parce que lorsqu'on diminue, par exemple, sur un litre... Ouais, le prix du super est passé de 655 à 610 francs, soit une diminution de 45 francs sur le litre. Et le prix du gasoil est passé de 679 à 665, soit une diminution de 14 francs. Le prix du pétrole lampant est resté inchangé. Donc, vous comprendrez aisément que là, c'est un acte de duperie. Parce que le gouvernement, en réalité, ne voudrait pas quand même diminuer. Et je ne vous apprends rien. Lorsqu'on se lance dans une logique d'organiser les élections. Et quand même, là, le gouvernement a fait une subvention de 12 milliards de francs CFA sur l'année pour pouvoir obtenir cette diminution au Togolais. Comment est-ce qu'on peut parler de subvention au moment où le coût du produit n'est pas élevé? Parce que le baril a chuté. On n'a pas dit qu'on a diminué, mais c'est chuté depuis des mois. Mais le gouvernement n'a pas pris soin de diminuer tant soit peu le tarif de ces produits pétroliers-là au niveau de la pompe. Ça n'a pas été fait. On estimait que, bon voilà, donc... des dispositions ont été prises, il y a eu de réserves qui se trouvent quelque part, le gouvernement a débloqué, et que lorsque ces réserves-là seront épuisées, c'est à ce moment-là que, bon, on va prendre les dispositions pour diminuer. Alors qu'en réalité, on s'inscrit dans une logique de tirer énormément de profit, notamment au niveau du... Lorsque vous prenez par exemple le tableau, au niveau de cette tasse et de ces pauvres-là qui sont impliqués sur le prix du pétrole, vous comprendrez aisément que là, quelque part, on ne sent pas une volonté de la part des gouvernants à venir pour de la souffrance des populations. Donc, par rapport à cette décision-là qui a été prise, moi, je pense que ça ne représente pas grand-chose. Parce que lorsque vous comparez le litre de carburant qui est vendu aujourd'hui dans les pays limitrophes, que ce soit au Ghana ou que ce soit au Bénin, même si au Bénin, le pétrole est vendu au bord de la route, vous comprendrez qu'en réalité, ça coûte plus cher au Togo que ces deux pays que je venais de citer. Donc, ça voudrait dire tout simplement que le gouvernement, bon, c'est un acte qui est posé de façon peut-être délibérée, peut-être pour tromper la vigilance des gens, mais vous allez comprendre que dans les jours à venir, les réactions sont toujours là. Et puis lorsqu'on a interrogé le premier responsable de l'association des consommateurs, il n'est pas du tout d'accord par rapport à ce qui a été dit. Même si on a diminué de 45 francs sur le prix du super, 14 francs, ça ne représente pas grand-chose. Je pense que le gouvernement doit faire encore plus que ça. Voilà, à partir du 15 décembre, donc lundi prochain, le gouvernement a décidé de revoir à la baisse les prix des produits pétroliers à la pompe, notamment le prix du super qui est passé de 655 à 610 francs, soit une diminution de 45 francs sur le litre, et le gasoil qui est passé de 679 à 665, soit une diminution de 14 francs, Fabrice. Oui, ben moi d'abord, au prime abord, le délai pour démarrer, impacter cette diminution-là, c'est le délai là qui me surprend un peu, parce qu'il est de coutume qu'à chaque fois qu'on augmente, le communiqué sort la nuit, le lendemain. C'est systématique, l'application. On vous applique les prix, mais pourquoi maintenant, aujourd'hui, on va nous dire que c'est restock par-ci, par-là. Mais je crois que c'est un jeu commercial qui n'est pas, qui est un peu faux. C'est-à-dire que quand ça vous arrange, voilà, vous le faites rapidement, et puis bon, quand ça ne vous arrange pas, vous jouez sur le temps. Sinon, qu'on me prouve qu'on a une fois annoncé une augmentation
et on a mis 3 jours d'écart pour entrer dans la phase d'application. Bon, maintenant, en attendant de voir par rapport à la diminution, est-ce que c'est ce qu'il fallait ou le gouvernement pouvait encore mieux faire. Maintenant, je voudrais aussi que sur les produits de première nécessité, parce que tout le monde s'est tourné vers le gouvernement pour dire voilà, le prix du baril a chuté, il faut diminuer. Maintenant, et à chaque fois quand on augmente, les conséquences qu'on a, je souhaiterais aussi les avoir aujourd'hui avec cette diminution. Parce que c'est facile de crier, dire au gouvernement le baril a chuté, donc diminuer. Le gouvernement a diminué. 45 francs, c'est rien, mais c'est quelque chose. Et il faudrait aussi que les tarifs au niveau des taxis, il faudrait que ça diminue. Lundi, vous allez voir, on va vous dire non, c'est insignifiant et autres, et tout cela et autres. Alors que même quand parfois on augmente de 10 francs seulement, on augmente les prix de première nécessité et tout de 50 francs. Donc je crois qu'il va falloir, c'est ce contrôle de prix-là, c'est à ce niveau, moi je veux vraiment qu'on agisse. Sinon, est-ce que ce service fonctionne réellement? Il faut qu'il fonctionne, parce qu'en réalité c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas la diminution du prix à la pompe qui intéresse. C'est vrai que tout le monde prend du carburant, mais en réalité c'est l'impact que cela a sur les produits de première nécessité. Lorsqu'il y a augmentation, c'est cet impact-là qu'on veut voir diminuer. Parce que vous voyez, les bonnes dames revendeuses ménagères vous disent on ne vend plus du riz aujourd'hui à 75 francs. Oui, ailleurs, à 100 francs, on ne vend même plus. Oui, c'est-à-dire que quand on augmente le prix sur le carburant, tout flambe. Tout flambe. C'est systématique. Hein? C'est systématique. Donc, on voudrait aussi aujourd'hui avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que les prix chutent, mais malheureusement, on n'aura pas ça. Et cette diminution n'aura pas son vrai impact. C'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui pensent que, en réalité, la diminution du prix sur les produits pétroliers n'arrange que les gros consommateurs. C'est-à-dire que vous qui prenez 10 litres, quand vous y allez, super à peine 450 francs de bénéfice, mais celui qui ira prendre 100 litres, 200 litres, lui, quand même, il sentira. Il sentira qu'il y a une certaine diminution. Maintenant, au niveau du citoyen moyen dont le pouvoir d'achat n'est pas élevé, il doit le sentir au niveau de la diminution des prix des produits de première nécessité. Les étudiants n'ont qu'à diminuer, les taximens n'ont qu'à diminuer, les vendeurs de ceci ou cela qui avaient augmenté parce que les prix ont augmenté, n'ont qu'à diminuer. C'est en cela qu'on sentira vraiment qu'il y a une diminution. Sinon, si ça se limite au niveau de la pompe, moi je ne sens rien. Voilà, vous ne sentez rien, je reste quand même avec vous, puisqu'avant d'obtenir même cette diminution, le gouvernement a dû faire sacrifice 12 milliards de francs CFA de subventions sur l'année. Oui, ben, cette subvention, on nous l'a toujours brandi. Je ne sais vraiment pas comment ça se fait. C'est pour ça que je suis d'accord avec mon confrère quand il s'interroge. Puisque la diminution n'était pas... Ceux qui réclamaient la diminution ne disaient pas que le gouvernement n'a qu'à subventionner. On disait tout simplement que le prix du baril a chuté sur le plan international. Il faudrait que ça ait un impact, puisque à chaque fois que ça augmente, ça a un impact également. Donc maintenant, pourquoi le gouvernement est-il obligé de subventionner? Alors, est-ce que c'est une subvention qu'ils ont l'habitude d'apporter ou alors c'est une subvention particulière? C'est particulier, puisqu'entre-temps, on avait supprimé quand même, je crois, la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods avaient demandé à ce que les États ne subventionnent plus. Oui, alors là, donc ça voudrait dire que cette diminution des prix n'est pas liée au prix du baril et que c'est plutôt lié à la subvention de l'État. Bon, je crois que c'est des aspects sur lesquels les économistes doivent revenir pour donner beaucoup d'explications. Pour comprendre exactement, est-ce que cette diminution est due au prix du baril à l'international ou alors cette diminution qu'on obtient est due à la subvention que l'État a accordée aux produits pétroliers. C'est un peu cela. Sinon, si c'est à la subvention, bon, ça sème un peu de flou parce qu'en fait, si on a demandé au gouvernement, c'est parce que le prix a chuté à l'international. Et ça continue même de chuter. Et ça continue même de chuter. Oui, Justin veut ajouter quelque chose. Je crois que tous les arguments que le gouvernement avance aujourd'hui dans ce domaine relèvent du fait que, de par le passé, il n'y a pas tellement de transparence dans la gestion des affaires. Et ça fait que même s'il advenait que le gouvernement pose un acte et qui va dans le bon sens, surtout que lorsqu'il n'y a pas la transparence, les gens se posent énormément de questions. En réalité, qu'est-ce qui est caché? Quelle est l'intention qui est cachée derrière tout ça? Puisque depuis toujours, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de transparence, donc il n'y a pas de comptabilité. Ça fait que chaque fois que le gouvernement annonce
avoir subventionné tel ou tel, dans tel subvention, dans tel domaine, à coût de milliards, on se pose énormément de questions. Aujourd'hui, nous sommes dans un flou kafkaïen. Parce que tantôt, il est annoncé que voilà, le prix du baril a chuté. Et qu'en réalité, lorsque le prix chute, on ne peut plus parler de subventions. Vous demandez à tous les grands économistes, ils vous diront. Mais lorsqu'il y a augmentation, qu'en réalité, on n'arrive plus à rassembler les fonds nécessaires, qu'à un moment donné, on doit intervenir dans le domaine par la subvention. Maintenant, le prix a chuté, le gouvernement dit avoir intervenu dans le domaine pour subventionner, et à coût de 12 milliards. Mais sur la base de quel élément? Moi, je n'ai pas connaissance. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il y ait la traçabilité, il va falloir qu'il y ait la transparence dans la gestion, pour qu'on puisse quand même être clair sur tout ce qui se pose comme acte. Parce que si les gens se posent énormément de questions aujourd'hui sur cette vision-là des gouvernants qui ne veulent pas opérer des réformes et qui comptent organiser des élections sur fonds propres et avec tout ce que nous connaissons, je pense que là, il va falloir également clarifier le jeu pour que les Togolais puissent être quand même à l'aise dans leurs sentiments. C'est ce qui est important. Et voilà, donc ce qui concerne la diminution des prix des produits. Sur la transparence, je crois que la vérité des prix, elle est là. Maintenant, il faut chercher à savoir qui a le devoir de mettre ça sur la place publique pour que les gens sortent. Parce que l'information peut être là, mais si tu ne vas pas la chercher, tu ne l'auras pas. Mais est-ce que à partir de là, on ne peut pas parler de manque de communication? Non, le manque de communication, c'est comme vous avez vos programmes au niveau de KNTB. Quelqu'un peut chercher à savoir quels sont vos programmes. Il va venir, vous allez lui donner votre grille de programme. Maintenant, est-ce qu'il vous appartient, par exemple, de faire un communiqué pour décliner votre grille de programme? C'est un peu la situation. Les gens dans les ministères, dans leurs services, ils ont les chiffres. Maintenant, est-ce qu'il leur revient d'organiser une communication là-dessus pour dire aux citoyens, voilà, quand le pétrole arrive, voilà, telle taxe. Oui, non. Ou alors, il revient aux gens d'aller chercher l'information. Et qui cherche l'information? C'est la presse. Et entre-temps, les gens sont allés, ils ont eu ça, ils ont publié dans leur niveau. Maintenant, si tu vas, et maintenant, on fait une rétention de l'information, on ne te donne pas accès, c'est-à-dire ces détails-là, on ne te les donne pas. Là, je crois qu'il y a plein. Sinon, l'agent, il est là à son bureau, il sait comment ça se fait et autres. Et maintenant, si toi, tu veux savoir, tu peux aller lui demander des informations sur ça et il est obligé de te les donner. Là où il sera punissable ou alors là où il sera coupable, on peut le condamner, c'est quand tu y vas et il refuse de te donner ces informations-là. Or, aujourd'hui, à ce que je sache, les gens ont les informations sur la vérité des prix. Ils savent que c'est comme ça se passe. C'est ça même qui a amené les gens à dire, voilà, telle taxe est de trop, il ne fallait pas que telle taxe soit là, ceci ou cela. Moi, je crois que c'est mon avis sur la question. Sur cet aspect-là, j'aimerais quand même faire une observation. Le premier élément, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on parle de cette histoire-là de prix, d'augmentation du prix du pétrole à la pompe et tout, je pense que c'est un domaine qui est réservé à l'État. Parce qu'à ce que je sache, il n'y a aucune société privée qui intervient dans le domaine. C'est l'État et qui fait de son job, qui fait de ce qu'il veut, qui impose les taxes et tout, et que ça augmente. Donc il va falloir que lorsque l'État a comme rôle régalien de veiller au bien-être des populations, il revient à l'État de communiquer. Il revient à l'État de rassurer les gens. Pour dire en fait, en réalité, tout ce qu'on fait, on le fait dans le bon sens, que vous soyez quand même à l'aise. Ça, je pense que l'État doit communiquer. Maintenant, sur l'autre volet, si on va à l'information et on a les informations, on diffuse ces informations-là, et qu'au même moment, il y a tellement de quoi qu'au niveau de l'information qui est donnée, et qu'on n'arrive pas à clarifier, et que c'est également l'État qui doit clarifier. L'État, vous allez dans une institution, on dit voilà pourquoi vous êtes là, voilà les papiers. Vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas critiqué. Vous prenez les informations que vous avez, vous l'êtes quand même certainement à scruter, à analyser. Mais celui à qui vous envoyez ces informations-là, tu as forcément quand même des questions à poser. Et c'est là moi je dis que pour qu'il y ait la clarité, il va falloir que l'État puisse jouer pleinement son rôle en donnant non seulement l'information, mais en clarifiant plus. Oui, en fait, le problème c'est quoi? C'est pour ça que je dis c'est technique. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit tout cela et autres, c'est le médecin qui t'explique. Si tu ne comprends pas, tu lui demandes, explique-moi, il t'explique et autres. Mais là, quand on prend à l'international, les cours mondiaux,
le dollar est à combien, le yen est à combien, c'est où on prend ça. Ben, je crois que c'est vrai qu'on jette la pierre à l'État. Hein. Il faut que nous, les journalistes, on soit moins paresseux et qu'on s'intéresse au domaine pour informer les gens. Ça aussi, c'est une... L'information est là. Là où, moi, l'État est condamnable, c'est quand on va chercher cette information et il y a refus de donner l'information. Là, il y a problème. Sinon, les cours mondiaux, c'est sur RFI, sur les médias, les gens prennent ça. Tous les matins. Ils prennent ça où? C'est pas eux qui inventent, c'est pas... La bourse est là et on a les cours. Maintenant, s'il y a des journalistes qui s'intéressent au domaine, malheureusement, ici, on ne sait que faire beaucoup plus la politique. Et aussi, non, en réalité, on jette la pierre à l'État, mais nous aussi, nous sommes interpellés sur cette question. On a combien de journaux qui font l'économie? Quand vous prenez l'architecture d'un journal, des éditions sur pratiquement toutes les radios au niveau du Togo, on parle politique, société, puis les séminaires et tout cela. Après, on termine par le magazine des sports et parfois la culture. Mais l'économie, il y a que parfois les médias d'État. Et quand vous suivez, vous allez voir, moi, je suis une émission économique sur la TVT où on va vous dire, voilà, le combo est à tel prix, le riz est à tel prix. Mais c'est des choses auxquelles ça passe, mais comme ce n'est pas le CST marche, unir, mobilise les gens ne prêtent pas attention. Sinon, en réalité, il y a des émissions où des spécialistes vont, ils expliquent. Et donc, il revient aux journalistes de susciter. Et donc, c'est pour ça, moi, je dis, là où on va jeter la pierre à l'État, parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est quand vous y allez chercher l'information et on ne vous la donne pas. Parce que même si vous êtes spécialiste en économie, vous n'allez pas inventer les données. Il faut qu'on vous dise qu'au port, on prend telle taxe pour les routes, pour ceci ou cela. Et maintenant, vous prenez les aspects, vous communiquez, vous en parlez, vous prenez des spécialistes qui expliquent. Sinon, le bonhomme, il est dans son bureau, il sait que quand le matin je viens, je fais ceci. Les informations sont là. Maintenant, il revient aux médias de s'organiser pour aller chercher ces informations et mettre ça à la disposition du public. C'est comme quand vous prenez même le droit du travailleur. Vous n'allez pas me dire que les documents sont là. Le code du travail, le code pénal, le code des personnes et de la famille. Les documents sont là. Maintenant, est-ce qu'il revient à l'État peut-être de prendre, on arrête chaque citoyen, on dit, bon, voilà, tes droits, ceci, cela. C'est là. Maintenant, tu vas chercher les documents et tu lis et tu te renseignes là-dessus. Il y a aujourd'hui plein de travailleurs qui ne savent pas comment une grève, comment ça se déroule, comment ça se passe et autres. Il revient aux syndicats de former les syndiqués et autres. Donc je crois que pour moi, sur cet aspect des informations, moi je ne l'ai pas fait personnellement, mais les gens l'ont fait. J'ai vu dans des journaux, les gens ont replaqué ces vérités des prix-là. Et il y a eu un débat là-dessus, où on a dit, voilà, telle taxe, normalement, elle ne devait pas y être. Mais s'il n'y a pas eu un travail de journaliste comme cela, les choses vont rester dans les tiroirs là-bas, et puis ça s'arrête comme ça, et on ne connaît pas nos droits. Voilà, on va... Je ne m'inscris pas en faux par rapport à tout ce que Fabrice dit. Mais je dis, vous allez vers l'information, vous avez l'information par rapport à ce tableau de la vérité des prix. On vous donne, voilà, c'est comme ça se passe, là il y a taxe dans tel domaine, il y a ceci dans tel domaine, vous l'avez. Mais pour ce qui concerne, par exemple, la subvention de 12 milliards dont on nous parle, est-ce que l'État peut être, en tant que journaliste, vous allez rencontrer les concernés aujourd'hui, ils vous diront, voilà ce qu'on a fait dans tel ou dans tel domaine, ils vont vous donner des détails près, avec tout ce qu'il faut. Moi, je ne le pense pas. Non, ils ne le font jamais. C'est là où je dis qu'il y a une question de transparence. Est-ce que vous avez essayé? On a essayé. Non, si vous avez essayé, là, je suis d'accord avec. Là, ce n'est plus, on ne communique pas là-dessus, mais c'est qu'on ne donne pas l'information. C'est pour ça que je dis, l'État est coupable quand tu ne donnes pas l'information. Parce qu'on a même cherché à avoir l'interview sur les détails, la subvention de 12 milliards, de quoi il est question, comment ça s'est passé. Et comment est-ce que la procédure a été quand même faite. Mais sur ce tag-là, le bonhomme vous dit, mais attention, ce que nous pouvons vous dire, voilà le tableau, vos camarades l'ont fait, vous pouvez aussi avoir, et puis aller plaquer, il n'y a pas de problème, en parler, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur les détails de ces 12 milliards de subventions dont on parle, le monsieur dit qu'il n'est pas en mesure, mais qu'il y a encore d'autres qui sont là-haut, qui sont plus supérieurs, et ainsi de suite. C'est à eux, il revient à eux. Ça fait qu'en réalité, vous serez même obligé de ne plus s'intéresser à la chose. Mais je dis, mais néanmoins, ça n'empêche pas que, lorsque le problème est posé, qu'on puisse analyser, faire des commentaires pour dire qu'en réalité, il devait y aller à la transparence. La transparence suppose qu'on doit avoir d'abord la bonne volonté. La bonne volonté de mieux faire, de communiquer mieux, de rassurer le peuple qu'on dirige. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes dirigeant, vous êtes après tout le serviteur. Donc, vous ne pouvez pas faire la rétention d'une information, sachant très bien que ce que vous faites peut-être quelque part est bien, et qu'en réalité, ceux-là qui n'ont pas ces informations-là vont vous traiter de tout le nez d'oiseau. C'est là où on dit qu'il revient à ces gouvernants-là, non seulement à nous les communicateurs d'aller chercher les informations,
Mais à eux, qui sont les gouvernants, de rassurer au niveau de la base qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est du bien. C'est ce que je dis. Et voilà, en tout cas, nous aurions bien voulu poursuivre cette discussion. Malheureusement, le temps qui nous est imparti passé comme une lumière de torche, et puis ça s'est vite éteint. Nous allons donc remercier nos invités et vous dire également qu'à partir du 15 décembre prochain, donc lundi prochain, le prix du super à la pompe est passé de 655 à 610 francs, soit une diminution de 45 francs sur le litre, et le prix du gasoil passe de 679 à 665, soit une diminution de 14 francs. Le prix du pétrole lampant reste inchangé. Et je vous rappelle également que pour ce qui concerne la Synergie des travailleurs du Togo, qui doit rendre compte à sa base, en tout cas les travaux se poursuivent ce matin à la primature, mais une assemblée générale est prévue pour lundi 15h au centre communautaire de Togo. Nous y serons pour voir ce qui sortira. En tout cas, on est là pour vous informer. On sera avec vous quand le mois viendra. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Fabrice d'avoir accepté notre invitation. Merci et merci à tous les auditeurs. Merci également à Justin Anani. Merci à vous, c'est avec un plaisir. Merci à tous les auditeurs. Et merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Remis en air pour KNTB. Émilie derrière la caméra pour Togo Vision. Et sans oublier les autres qui sont au niveau des radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio VGK à Palimé et ebenradio.com. Bien de choses donc. Je vous retrouve à 13h pour les informations de la mi-journée sur KNTB. Au revoir.